C'est le cas de l'énergie nette. Les UF, c'est à la fois dépenses et besoins. Quand l'unité correspond à des nutriments absorbés à travers la paroi du tube digestif, à ce moment-là, effectivement, le besoin, c'est la dépense divisée par l'efficacité métabolique, en supposant qu'elle est variable. Si elle est fixe, on peut se ramener en disant le besoin, c'est simplement une proportion de la dépense. Donc jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait pour les PDI. Mais maintenant, à partir du moment où l'efficience métabolique des PDI est variable, on est amené à dissocier le volet dépenses du volet besoin au niveau de ce système PDI. D'accord ? On retrouve ça, bien entendu, dans d'autres domaines, par rapport à l'énergie métabolisable, par rapport aux minéraux, etc., etc. Deuxième principe que je voulais vous rappeler quand même, c'est que quand on parle bilan d'énergie, je vous rappelle que l'énergie dans le vivant, c'est des liaisons hydrogène-carbone. Quand on parle de bilan d'énergie, il s'agit donc de stockage, donc d'un flux d'énergie corporelle stocké ou mobilisé. C'est du concret et ça reste dans l'animal, donc c'est du stockable, c'est du mobilisable. L'organisme n'a pas de système d'excrétion ou de sortie d'excès d'énergie naturelle, sauf en se faisant des footings, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de système naturel. En comparaison de ça, l'azote, c'est complètement différent, ou les protéines. Il n'y a pas de stock protéique indifférencié dans les organismes. Par contre, attaché à ça, il y a un système de casse des protéines en excès qui est très efficace au niveau du foie, avec derrière les rejets azotés urinaires. Donc ça veut dire que quand on parle de bilan PDI, et on vous en a parlé quand même assez souvent jusqu'à présent, en fait, le bilan PDI, c'est faux, c'est pas de la protéine stockée dans l'organisme, c'est en fait des rejets d'azote urinaire ou des niveaux de rejet d'azote urinaire. Okay ? Voilà, ça c'est important de bien se rappeler que les êtres vivants sous l'angle des protéines ou de l'énergie, c'est pas du tout la même chose vis-à-vis de ce qui est stockable ou stocké et vis-à-vis de ce qui est excrété ou excrétable. Alors, on va regarder un petit coup l'énergie, puis on regardera un petit coup après les protéines, en écrétant simplement ce qui me semble être important. Au niveau de l'énergie, je ne vais pas parler des besoins de production, ils ont pour ainsi dire pas été modifiés en tant que tels. Je vais dire quelques mots sur l'entretien et la signification énergétique des variations pondérales. Les besoins énergétiques d'entretien, alors, en fait, on ne les mesure pas, c'est plus une notion statistique qui du coup, eh bien, peut être l'objet de différentes approches. Ça peut être des essais d'alimentation, ça peut être de la calorimétrie, des abattages, etc. Il peut y avoir en plus différentes méthodes d'interprétation des résultats obtenus. Et je vous en montrerai un tout petit peu quelque chose au passage. Et puis, on a l'habitude de rapporter ça au poids métabolique. Donc, poids 0 puissance 0,75. Bon, là aussi, on a été tenté parce qu'on sait que 0,75, ça balaye pas de façon linéaire tous les êtres vivants que l'on considère. À 0,95, ce serait bien mieux, mais bon, voilà, on n'a pas franchi le pas jusqu'à présent. Alors, je vous disais, la façon d'interpréter les choses est différente, notamment suivant ce qu'on appelle l'approche besoin ou l'approche réponse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'approche réponse. Par exemple, si on regarde l'énergie nette qui rentre dans un animal par rapport à l'énergie métabolisable ingérée, si on regarde effectivement la réponse moyenne, les points, ça va être des traitements, et chaque traitement d'une même expérience sont rejoints. Ici, on va calculer effectivement une régression moyenne, et on peut avoir une estimation de l'entretien en énergie métabolisable ici. Par contre, si on fait une approche qu'on appelle besoin, à ce moment-là, la force motrice majeure, c'est l'animal, c'est au niveau énergie nette, ou utilisation ultime en quelque sorte. Les points, ce sont des expériences, et ce qu'on va appeler l'entretien, c'est ici l'ordonnée à l'origine. Vous voyez bien que c'est une notion purement statistique, ce concept d'entretien. Donc déjà là, vous voyez qu'on a deux estimations à partir d'un même jeu de données, suivant qu'on va prendre une approche ici besoin avec un point qui est une expérience, ou une approche ici réponse, on aura deux estimations du besoin d'entretien. Et ces deux estimations peuvent être sensiblement différentes. Sachant que dans la littérature, il y en a aussi qui mélangent allègrement les deux, c'est-à-dire ils font une approche, par exemple, ici type besoin, en utilisant tous les points qui sont des traitements. Donc quand on regarde un peu de près la littérature, c'est surprenant de voir combien il y a de variabilité, de biodiversité de ce genre d'approche. Et même quand on choisit une approche, par exemple ça, en prenant le cas des chèvres et des vaches laitières, donc sur la base ruménaire, et si on se pose la question du besoin d'entretien, on va dire,
On prend que les animaux en lactation ou est-ce qu'on prend les animaux en lactation et ceux qui sont taris? Si on prend que les animaux en lactation, donc on a nos régressions. Bien sûr, comme on est sur le poids métabolique, il y a une différence entre chèvre et vache. On a ici nos intercepts, vous voyez au passage, qui ne sont pas forcément sur le jeu des données. Et on obtient des valeurs ici qu'on va appeler besoin d'entretien. Si on dit c'est plus logique de mettre les animaux taris, on va avoir plus de points, notamment dans cette zone de l'intercept. Donc a priori, statistiquement, ce sera plus précis. Rappelez-vous vos souvenirs de cours de statistiques. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on peut avoir 15 à 20% d'écart sur le même jeu de données obtenu suivant qu'on prend que les animaux qui sont en train de faire du lait ou bien les mêmes en ajoutant les taris, en quelque sorte. 15-20%. Donc des fois, on va se chicaner pour des petites différences de besoin d'entretien. Regardez ici, les écarts, quand même, sont non négligeables, que ce soit donc pour les vaches ou les chèvres. Vous voyez un peu toutes les questions de type méthodologique que l'on peut avoir quand on essaye d'estimer un truc qui nous paraît tout simple a priori, qui est le besoin d'entretien des animaux. Alors, bien sûr, on a des idées, des méthodes, etc. Tout ça, c'est largement documenté dans le bouquin. Du coup, on aboutit effectivement, pour les principales espèces, à des valeurs de besoin d'entretien qui ont été donc plus ou moins rénovées au gré des nouveaux résultats qu'on avait dans la littérature. On a essayé également donc d'apprécier de façon un peu plus précise la signification énergétique d'une variation de poids vide. Donc ça veut déjà dire qu'on est capable de quantifier l'aspect contenu digestif et ses variations, ce qui n'est pas très très simple, parce que curieusement, il n'y a pas énormément de données dans la littérature sur ces sujets-là. Et puis ensuite, eh bien, il faut savoir si toutes les espèces sont communes ou pas. Par exemple, on sait très bien qu'à même poids vide ou même variation de poids vide, chez les vaches, il y a plus de lipides mobilisés en moyenne que chez les chèvres. Donc la signification ici en delta du F, effectivement, n'est pas la même. On peut aussi avoir des variantes méthodologiques, sachant aussi qu'on est amené d'abord à raisonner en énergie, puisqu'on a les lipides, les protéines, donc on interprète ça en énergie. Rappelez-vous tout à l'heure, sur les efficacités, le KTG, il faut passer donc d'une énergie du tissu mobilisé à de l'énergie métabolisable, on divise par 0,8, puis repasser à de l'énergie lait, puis diviser par 1,76 pour arriver aux UF. Ça, c'est une petite gymnastique qui n'existait pas avant. C'est lié simplement au fait qu'entre KTG et KLS, pour faire donc des réserves chez l'animal en lactation, c'est pas la même efficacité. Du coup, voilà, c'est une petite finesse, une de plus à retenir quand on applique le système. Bon, après, dans le calcul, ça se voit pas. Mais c'est bon toujours de savoir comment un petit peu les choses sont construites. Parce qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. Si on n'a pas réfléchi à la construction des choses, on est un peu désarmé pour répondre à ces questions. Du coup, au passage, on a révisé, et il n'y a pas eu de révolution dans les valeurs, on a révisé donc dans la plupart des espèces la signification énergétique d'une variation d'un point de NEC. Alors on passe maintenant aux protéines. Au niveau des protéines, il y a en fait une grande nouveauté, en dehors de l'aspect efficacité des PDI de tout à l'heure, et Valproru bien sûr, mais Valproru, ça va de soi, c'est tout ce qu'on appelait avant besoin d'entretien. En fait, avant, dès 1978, et j'avais le privilège déjà d'être dans ce bateau à l'époque, eh bien, on avait dit, voilà, le besoin d'entretien protéique, c'est proportionnel au poids métabolique. On avait pris une valeur pour chaque espèce, et puis ça roulait comme ça. On savait bien quand même, parce que notamment, il y avait eu des expérimentations sur des rats, etc., on savait bien qu'il existait quand même, par exemple, une fraction protéique endogène fécale. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de données pour effectivement pouvoir bien documenter les choses là-dessus. Du coup, là, comme il y a un peu plus de données, on s'est attaqué à cette question. Et première chose, on a 3 sources de protéines endogènes donc perdues, au niveau donc fécal, au niveau urinaire et au niveau des phanaires. Au niveau fécal, donc je vais revenir là-dessus. Au niveau urinaire, c'est simplement lié au fait qu'il y a un turnover protéique de toutes les substances protéiques de l'organisme et que la nature est mal foutue, mais les protéines qui sont lisées à cette occasion-là ne sont pas réutilisées, du moins que en partie. Du coup, il y a un gâchis lié à ce turnover. Eh bien, on le paye cash au niveau, effectivement, d'une perte azotée endogène urinaire. Et puis, il y a les phanaires, puisque quand les phanaires poussent, leur destinée, c'est de ne pas rentrer dans l'organisme. Donc, il est normal de tenir compte de cette dépense. Alors, je passe sur les détails. On est parti d'une base de données quand même assez conséquente, qui nous a permis au niveau donc
fécale endogène, d'avoir une relation qui est liée, voyez, à la teneur en matière organique non digestible. Donc ça, c'est la dépense. Si on veut passer aux besoins, il faut diviser par l'efficience. Juste pour situer un peu les choses, revenons ici sur cette équation. Ça veut dire que moins un aliment est énergétique ou une ration, plus on va avoir une perte endogène. Et c'est vrai, regardez ici sur un de nos jeux de données. Vous avez ici donc le besoin PDI lié à la perte endogène fécale avec une hypothèse d'efficience de 0,67. Vous voyez bien que les rations, donc les moins riches en énergie, sont l'objet au kilo de matière sèche d'un rejet protéique endogène fécal plus important. Et vous voyez que si on tient compte sur toutes ces vraies rations qui ont été mesurées, qui sont expérimentales, de l'efficacité des PDI de ces rations, vous voyez qu'à ce moment-là, effectivement, ça varie beaucoup plus. Ça va intégrer à la fois l'effet UF et l'effet variabilité des PDI. Donc c'est une espèce de patate. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a quand même une variation non négligeable. On est à peu près à 20, mais ça peut aller, vous voyez, de moins de 15 à presque 30. Ça commence à peser assez lourd. Du coup, on s'est dit, voilà, comment on se situe par rapport à l'international sur ce critère-là, en moyenne. Bien, on a repris donc les équations des différents pays sur 400 données donc de notre base de données. On voit qu'en gros, donc nous, on est à 19,8. J'ai annoncé 20. On est à 19,8, donc ici en PDI. Le NRC, 23,5. Les Hollandais, 23,1. Norfort, le nord de l'Europe, donc à 18,2. Et récemment, Hélène Lapierre a proposé donc 19. Donc on va dire qu'on est à peu près dans les clous. Notez au passage, le système de Cornell, il est à 38. Donc ceux qui veulent jouer les originaux en utilisant Cornell, sachez que là-dessus, notamment, effectivement, il y a une valeur qui est complètement fausse. Qui s'explique d'ailleurs. Point à la ligne. Passons maintenant donc à l'endogène urinaire. Donc je vous ai dit tout à l'heure l'origine de ça. Et par rapport à ça, il y a quand même un débat. En ce sens que les premiers qui ont estimé la perte endogène urinaire, notamment en France, il y a Terrouane dans les années 30, c'était assez simple, en fin de compte, ils arrêtaient d'apporter de l'azote à un animal, donc l'animal dépérissait, et 1 ou 2 jours avant qu'il meure, eh bien, on mesurait sa quantité d'azote urinaire rejeté. Alors bon, ça a vécu pendant assez longtemps, les repères obtenus comme ça, plus longtemps que les animaux, bien sûr, mais aujourd'hui, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas argumenter ce genre de choses. Donc il a fallu se donner un repère biologique défendable, compatible avec des animaux qui, effectivement, continuent à vivre et à produire, même s'ils ne produisent pas beaucoup. Et ce repère, c'est en fait simplement le fait de dire que l'azote digestible ingéré est nul, c'est-à-dire ce qui rentre dans le tube digestif et qui ressort au niveau fécal, c'est égal. C'est en gros, pour situer les choses, des rations qui vont avoir à peu près 4% de taux azoté. Et un valproate moins 50. Donc c'est des rations qui existent dans le monde. Qu'on n'a pas tellement dans nos pays, mais elles existent. Il y a de nombreux animaux ruminants qui sont nourris et qui produisent un peu avec ce genre de ration. Donc c'est ça qu'on a pris comme repère. Et vous voyez, sur 2 bases de données qui n'ont rien à voir, on tombe vraiment sur une valeur ici qui est, on va dire, la même et qu'on a utilisée pour effectivement quantifier ça. Vous voyez qu'il y a une hypothèse au passage, une hypothèse de travail. Du coup, la valeur qu'on a est quand même sensiblement plus élevée, 50 à 80%, par rapport à ce qui était proposé avant. Mais voilà, c'est un animal qui est dans des conditions dans lesquelles, on va dire, il peut vivre. Mais du coup, on est un peu au-dessus des autres systèmes par rapport à ça. Mais au global, ça c'est les vaches laitières, on retrouve la même chose, la même tendance sur toutes les espèces. Par rapport au niveau de production laitière, voilà, jusqu'à présent, on utilisait un critère qui était lié au poids de l'animal, donc il n'y avait pas de raison que ça bouge en fonction de la production de lait. On était quand même, il faut le reconnaître, un peu en retard par rapport aux autres systèmes qui intégraient déjà effectivement des choses. Et voilà aujourd'hui où on est au niveau de Systalie. C'est-à-dire on est rentré dans le peloton. On est rentré dans le peloton, mais ça veut dire que la dépense, elle est plus importante, c'est clair, et le besoin qui va avec. Et du coup, quand on calcule un bilan PDI, avec une efficacité de 0,67, pour se placer en conditions comparables, quand on le calcule à la façon effectivement 2007, ou à la façon 2018, vous avez ici la première bisectrice, les valeurs sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des bilans PDI qui sont aujourd'hui beaucoup plus faibles, puisqu'on a cette dépense non productive qui est beaucoup plus importante. Mais se rappeler qu'en pratique, le bilan PDI en tant que tel n'existe pas.
derrière ça, c'est des rejets azoto-urinaires, et c'est des lois de réponse, bien entendu, des animaux. Alors, du coup, quand on raisonne loi de réponse, ce schéma, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, on peut se poser la question de savoir, alors il y a une dépense, quand on est là, il y a une dépense, quand on est là, il y en a aussi. Et puis il y a un besoin, on peut le calculer. Mais du coup, ça veut dire que pour un animal donné, quand on va balayer une loi de réponse, on va avoir une infinité de niveaux de dépenses, une infinité de niveaux de besoins. Donc ça tue. Trop de réponses, etc. Ça va tuer les besoins, ça tue le concept de dépense. Donc il faut essayer quand même de se raccrocher à un barreau, qui est de dire, si on prend une efficacité de référence, qui est pour nous donc le pivot 0,67, là effectivement, donc c'est ce qu'on appelle au potentiel, là on peut parler de dépenses et de besoins. Donc conventionnellement, si vous voulez, on ne parlera, si on parle de dépenses et de besoins, que quand on se place effectivement sur une situation de référence qui est dûment décrite et vérifiée. D'accord ? Vous voyez bien la différence, hein, il y a de la dépense partout, mais il n'y en a qu'une qu'on va utiliser dans les discussions. Et c'est pareil, bien entendu, dans le cas de l'énergie. Voilà donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, on a actualisé un certain nombre de besoins en énergie. Les dépenses de production donc n'ont, pour ainsi dire, pas été modifiées. On a modifié, révisé certaines variations donc pondérales chez les femelles en particulier. Et au niveau des protéines, donc il faut surtout retenir, au-delà du Balproru et de la variation de l'efficience des PDI, la révision que l'on a fait donc des dépenses non productives. Je vous remercie pour votre attention. Merci Daniel pour avoir bien montré l'évolution de la notion de besoin et puis l'introduction des dépenses non productives à la place de l'entretien. Et tu as montré qu'il y avait vraiment besoin que la France réajuste un peu ses valeurs vu les avancées au niveau international. On va maintenant ouvrir aux questions. Et puis pendant qu'il y a les premières questions, et peut-être que Francis va commencer, on va demander à René que tu viennes là pour ensuite avoir les questions pour l'ensemble des trois exposés. Oui, j'ai très envie de poser une question qui est qu'il y a une hausse considérable des apports recommandés en PDI, et puis il y a d'autre part dans le système Systali des lois de réponse qui sont proposées et qui permettent de prévoir l'effet des variations d'apport PDI. Si on combine les deux, combien de lait on va gagner grâce au système Systali? Premièrement, on ne peut pas répondre comme ça directement à une telle question. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le tout est dans un ensemble cohérent. C'est-à-dire que l'efficacité varie, mais on l'a bien vu, ça varie en fonction de la loi de réponse. Et un point important, une loi de réponse, il faut l'accrocher quelque part. D'accord ? Donc l'accrocher quelque part, c'est l'accrocher à un pivot. Et bon, ça fait plusieurs fois que j'évoque cette question. Ça va être évoqué aussi au niveau des espèces et je pense au niveau de l'exposé de Philippe tout à l'heure. Voilà, on a l'ensemble, il est cohérent à ce niveau-là. Au pivot, donc il y a le besoin, la dépense, et ensuite on se promène avec une loi de réponse qui a été dûment vérifiée au niveau statistique, etc. Et quand la réponse varie, l'efficacité varie, du moins quand je parle de protéines en particulier. Donc tout ça est un ensemble cohérent. On ne peut pas dire qu'on va apporter plus de PDI ou moins de PDI. Il y a des choses sûres. La dépense non productive, elle augmente, mais elle existait déjà. En gros, personne, même toi, tu t'es jamais plaint les années précédentes en venant nous voir en disant « Mais regardez, votre besoin d'entretien en PDI, il est beaucoup trop faible, etc. » pour une fois. Bon, non seulement je me suis jamais plaint, mais je me suis aperçu en lisant Systali que j'expliquais aux premières années que la dépense en cours de nutrition générale, que la dépense d'entretien dépendait de la quantité de matière sèche ingérée chez les ruminants, et en deuxième année, je leur donnais une valeur fixe. Donc, je m'en suis jamais plaint et je le regrette. Bah toi, tu aurais dû. Autre question. Merci aux étudiantes, au passage, qui tiennent les micros. C'est sympa. Des questions pour, alors soit pour le dernier exposé de Daniel, soit pour l'un des trois exposés. Bonjour, Alexandre Budan, Néolais. J'avais une question sur le système et son application donc sur le terrain, c'est-à-dire sur la plage de production laitière qu'on peut observer.
Là, je voyais sur un des derniers graphiques qu'on allait jusqu'à 45 litres de lait par vache par jour. Et je voulais savoir si jamais, par exemple, on est confronté à des vaches qui produisent plus, le système, est-ce qu'il est utilisable? Je pense que tout à l'heure, mes différents collègues apporteront des réponses. J'en fais juste une de principe. Quand on interprète des données, des bases de données, on a des relations à travers, effectivement, par exemple, des animaux qui produisent plus ou moins. En théorie, la relation ne permet pas d'aller au-delà du jeu des points dont on dispose, notamment si c'est une relation linéaire. Mais beaucoup de nos relations, mine de rien, sont asymptotiques. Et du coup, si on va au-delà, ça ne bouge pas beaucoup les choses. Mais cette question-là, la bête à 45 kilos, par exemple, quand le système PDI est sorti en 78, on avait ce genre de questions. Simplement, ceux qui posaient les questions, ils nous parlaient de vaches à 35 kilos de lait, par exemple. Aujourd'hui, c'est 45. Dans Systali 2, il y aura la même question avec des bêtes à 65, peut-être, etc. C'est-à-dire que la recherche ne peut pas forcément suivre l'accroissement de la production sur le terrain, notamment quand on travaille avec des lots d'animaux. 45, ça veut dire que sur un lot de 10 bêtes, on avait une moyenne de 45, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont quand même nettement plus hauts, etc. Donc voilà, on est toujours au rebord, mais pour autant quand même, les lois de réponse qu'on propose, on les a bien étayées d'un point de vue statistique, on a bien réfléchi dessus et très franchement, je peux vous dire, on ne vous envoie pas dans le mur avec ces lois-là. Voilà. Et tout à l'heure, mes collègues, je pense notamment Luc, se fera un plaisir de répondre. Je fais juste un commentaire sur le concentré. Tout à l'heure, René vous a dit, effectivement, la valeur énergétique varie peu. Et j'insiste sur le fait qu'il l'a dit assez rapidement, c'est qu'on a un niveau d'ingestion de 2 pour le concentré, alors que les tables étrangères sont à un niveau de 1 ou 1,5. C'est-à-dire que d'emblée, dans le calcul de la valeur énergétique de nos concentrés pour nos tables, on leur enlève 1,3 de DMO, ce qui est quand même pas forcément négligeable. D'accord ? Il faut retenir ça. Nos tables sur les concentrés ne sont pas hyper cohérentes avec les autres tables. Donc si vous vous amusez à faire des comparaisons, surtout avec les tables du Rowett, vous allez avoir un écart considérable, mais c'est notamment lié à ça. Une autre question, alors ça rejoint la question du modérateur, un peu dans l'autre sens. C'est on a un super système là qui va être beaucoup plus précis, etc. Donc quels sont les enjeux et les impacts? Alors la question avant c'était combien on va gagner de litres de lait. La question en creux c'est est-ce que ça va modifier la composition des rations aux dépens ou en faveur de certaines matières premières? Est-ce que on va jouer sur, je sais pas, 1, 2 ou 5% de gains sur la protéine ou l'énergie ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a eu une réflexion de portée là-dessus quant à l'intérêt, de façon assez large et globale, de ce changement de système? Volontiers, je te laisserai reposer la question en fin d'après-midi, parce qu'il y aura eu des éléments de réponse à travers les différents exposés des collègues. Mais c'est une question qui... Voilà, je ne botte pas en touche, hein, elle est bonne ta question, il n'y a pas de problème, mais voilà, elle est vaste. Laurent Thiocco, L'Oréal. L'ensemble des valeurs des tables et les lois de réponse sur le nouveau système reposent sur des rations expérimentales documentées, c'est ce qui fait sa force. Dans la pratique quotidienne, tout du moins française, on n'utilise pas des rations expérimentales, on utilise des rations plus complexes et bien souvent additionnées de produits alternatifs au tannage. Quelle est la validité d'équations ou de prédictions dans des rations systématiquement différentes de celles qui ont servi à l'équation de base? Je donne un bout de réponse, peut-être que René en aura. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous restituer des informations qu'à partir du moment où on en est sûr. Derrière tout ça, il y a quand même le label INRA.
qui est une bonne maison. Hein. Et du coup, ben, ça engage, ça met en responsabilité. Et du coup, on a, par rapport, par exemple, à des produits additifs, on a apporté des lois de réponse que si ça a été dûment étayé par pas mal de mesures dans la littérature, etc. Et on l'a fait, par exemple, pour les apports de tampons, hein, dans le chapitre acidose, vous avez une réponse assez précise des animaux, du pH, etc., donc aux apports de tampons. Parce que dans la littérature, il y a eu suffisamment de données là-dessus qui ont été dans le même sens. Mais sur des technologies qui ont été moins éprouvées par des expérimentations, on a pris le principe de ne pas les donner ou les mettre en avant parce qu'on n'avait pas de réponse suffisamment précise par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on conteste ces effets, hein, mais simplement on n'a pas assez de données pour vous dire oui, à coup sûr, ça marche bien comme ça. D'accord ? C'est un peu le principe qu'on a appliqué. Il n'est pas nouveau. Hein. En 78, 88, 2007, c'était exactement le même principe de fonctionnement qu'on avait adopté. Oui, la différence avec l'histoire, c'est que le soja tanné au formol, c'était une référence INRA et quasi tout le monde l'utilisait. Donc c'était quelque chose qui était mesurable, appliqué à peu près de façon homogène partout. Alors qu'aujourd'hui, la diversité des produits est grande, les valeurs affectées à ces produits également très grandes, et l'intégration dans un système comme celui-ci, forcément, très difficile. Non, mais on a quand même déjà donné un certain nombre de valeurs de DT, de l'amidon et des protéines pour un certain nombre de traitements technologiques. Et si tu connais bien les tables vertes, c'était déjà indiqué dans les tables vertes. Donc on est... Alors là, je ne parle pas de traitement technologique, là je parle d'additifs type huile essentielle et autres produits modifiant l'activité de la flore. Bah, par rapport à ça, on a regardé. Bien sûr, on n'a pas laissé de côté d'emblée. On a regardé. On estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de données qui vont dans le même sens sur des produits bien typés, etc., pour annoncer ça au même titre que, je ne sais pas, des apports d'amidon, des choses comme ça. C'est une prudence de principe, on va dire, du service public, quoi. Hein, on ne donne des données, on ne donne des équations que si, effectivement, ça a été dûment vérifié. Mais ça ne veut pas dire en même temps que c'est pas bon, quoi. Il y avait une dernière question là-haut. Oui, Dominique Bouchu, Société GEFO. Aujourd'hui, un fabricant d'aliments, lorsqu'il commercialise un aliment complexe, fournit des PDI et des UF, ce qui est additif, ce qui suffit à faire une ration. Demain, quelles seront les valeurs qu'ils vont devoir fournir sur le terrain pour qu'une tierce personne puisse formuler avec ces aliments ? C'est effectivement une bonne question. Et comme je l'ai dit, donc c'est plus directement les unités aliments qui seront utilisées. Hein. Donc effectivement, ce qui est nécessaire de fournir, par exemple, si on prend la partie azote, c'est la dégradabilité théorique de l'azote, la digestibilité réelle des matières azotées dans l'intestin. Donc ça, parce qu'effectivement, une valeur PDI calculée par un fournisseur d'aliments, ne pourra pas être directement utilisée si on n'a pas les éléments qui permettent son calcul, quoi. Donc soit on a la composition et on peut faire un calcul à partir des tables, soit on n'a pas la composition, mais à ce moment-là, il faut effectivement fournir cet élément. Après, on peut utiliser aussi des moyens analytiques pour la prévoir. Mais je pense qu'effectivement, il y a un enjeu fort là-dessus, autour de la production de valeurs précises correspondant aux paramètres de dégradation, d'utilisation digestive des aliments chez le ruminant par les fabricants d'aliments. Ça, c'est clair. Bien, merci à Daniel et René pour toutes ces réponses aux questions.